Tous vache qui rit. Sacré vache qui rit. Trophée 1991, la grande fête du sport. Les stars des stades et les étoiles de la scène réunis pour célébrer les victoires exceptionnelles, les exploits individuels et les efforts d'une équipe. Avec la participation de Gérard Dabouville, Henri Lecomte, accompagné de Maxime son fils, Manuel Amoros et Jean-Pierre Papin. Surya Bonali, Fabrice Bénichou et beaucoup d'autres encore. Avec la Mutuelle Nationale des Sports. Trophée 1991, dimanche 22h10 sur Antenne 2. Élection en Algérie, le Front National du Salut frôle la majorité absolue au premier tour, le FLN est le grand battu. Un MD-80 de la SAS s'écrase près de Stockholm avec 129 passagers à bord, il n'y a que des blessés. Edouard Shevardnadze se confie à Antenne 2, selon lui, l'union des États soviétiques réunis autour de Gorbatchev a bien failli se réaliser. Bon anniversaire ce soir à Marlène Dietrich qui vient d'avoir 90 ans. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Les passagers de ce que l'on pourrait appeler un DC-9 des Scandinavian Air System ne doivent leur salut qu'à un pilote. Hors pair, énorme chance également, lorsque l'avion a touché le sol, il n'a pas pris feu. Récit de ce qui aurait pu être une catastrophe avec Dorothée Oliéric. L'appareil a glissé sur 100 mètres avant de se disloquer en 3 parties. L'aile droite a terminé sa course dans la forêt. Premier miracle, l'avion, un McDonnell Douglas MD-80 de la compagnie SAS, n'a pas pris feu au moment de l'atterrissage d'urgence. Deuxième miracle, sur les 129 passagers, aucun n'a été tué. Seulement 5 personnes sont grièvement blessées. Pour ces voyageurs qui se rendaient à Varsovie, le vol n'aura duré que 3 minutes. Plus ces secondes interminables, le temps d'une chute libre de 600 mètres. C'est incroyable, l'avion s'est posé avec une précision étonnante. C'est miraculeux. En fait, un fantastique travail réussi par le capitaine. Peu après le décollage, il fait savoir que ses 2 moteurs sont en panne, puis il annonce « je vais m'écraser ». Mais là, l'ancien pilote de l'armée de l'air danoise a su guider son avion jusqu'à ce champ enneigé. Ce soir, Stephen Rasmussen est entré dans une légende, celle des héros de l'aviation. Légèrement blessé au cou et à la tête, il n'a pas remercié le ciel, mais a-t-il dit « j'ai probablement été aidé parce que c'est la période de Noël ». En Algérie, les représentants du Front de Salut fêtent déjà leur victoire pour le premier tour des législatives. Ils obtiennent 167 sièges, il ne leur en manque que 49 pour atteindre la majorité absolue. Les grands perdants sont les candidats du FLN qui n'obtiennent, eux, que 16 sièges seulement. Françoise Joly et Dominique Merlin à Alger. La prière vient de se terminer, ils scandent l'État islamique. Et ils chantent ces couplets devenus l'hymne de leur parti, le Front islamique du salut. Là, près de cette mosquée à Kouba où prêchait Abbassi Madani, un de leurs leaders emprisonnés. Cet après-midi, le fils comptait déjà environ un tiers des sièges au Parlement dès le premier tour. À midi, le sermon voulait rassurer tous les Algériens, tout en souhaitant que Madani ouvre la prochaine législature. Il est absolument exclu que l'on n'ait pas la majorité si ces élections vont être propres et honnêtes. Au siège du Front des Forces Socialistes, un parti démocrate très ancré en Kabylie, une figure de la guerre d'indépendance, le secrétaire général de l'organisation, Hossein Aït Ahmed. Selon le ministère de l'Intérieur, ce parti totaliserait 20 sièges au premier tour. Mais Hossein Aït Ahmed est sceptique. On n'a pas distribué 900 000 cartes, selon la déclaration du ministre de l'Intérieur, et qu'il y a au moins 10% dans toutes les circonscriptions de bulletins nuls parce que les bulletins de vote ne permettent pas d'identifier le candidat. Donc on ne peut pas dire que ces élections sont propres et honnêtes, mais malgré tout, nous avons joué le jeu. Celui qui incarnait la légitimité historique, le FLN, est à terre au premier tour. 16 élus, mais 160 candidats en ballottage. La victoire est pour les autres. Je souhaite
et j'espère que les hommes en charge du Front islamique du Salut assument convenablement cette victoire, assument convenablement la charge qu'ils ont aujourd'hui, que le poids qu'ils ont aujourd'hui, et qui doivent l'utiliser au bienfait de l'Algérie et au bienfait de la démocratie. Tous les autres partis politiques, ils étaient plus d'une quarantaine en compétition, sont laminés. Ce soir, impossible encore de dire quelle majorité abritera le prochain Parlement, mais d'ores et déjà, pour le second tour, le FISPAR, candidat favori. Le Premier ministre algérien a confié à Antenne 2 ses premières réactions. Selon lui, l'abstention de plus de 40% a joué un rôle important dans les résultats du scrutin. Mais plus grave, a-t-il ajouté, les partis dits libéraux se sont trompés de cible en s'en prenant au gouvernement. Sid Ahmed Rosali, interrogé par Françoise Joly. J'ai entendu tout à l'heure un commentaire disant que les élections ne sont pas propres et honnêtes. Je crois que ça touche un peu, disons, le véritable problème et peut-être l'une des raisons pour laquelle on a été conduit un peu à ce résultat. C'est un peu la sanction de la classe dite démocratique ou des partis dits démocratiques qui se sont trompés d'adversaire. Ce gouvernement s'est engagé dès sa formation à organiser des élections libres et honnêtes et propres. Je suis satisfait de ce que le gouvernement a rempli ses engagements. À Tbilissi, en Géorgie, le palais du gouvernement est aujourd'hui la proie des flammes. L'encerclement demeure, mais le président et ses fidèles refusent toujours de se rendre. Nous en sommes au 6e jour des combats. Stéphane Magnier. Cet incendie en plein centre-ville, c'est l'immeuble du gouvernement de Tbilissi. Juste en dessous, dans les sous-sols transformés en bunker, le président Gamsaourdia et ses partisans résistent depuis 6 jours. Tout autour de la zone, des tireurs embusqués sur les toits, dont on a du mal souvent à savoir sur qui ils tirent, à quel camp ils appartiennent. Et dans les rues, les éternels curieux de ce spectacle absurde, la guerre civile, entre un président au comportement dictatorial qui déclare à longueur d'interview qu'il résistera jusqu'à la mort, et un général dissident, Tengiz Kitovani, qui au nom du rétablissement de la démocratie veut s'emparer du pouvoir. Nous essayerons d'en finir ce soir, disent ses partisans. Le président sera capturé et jugé par le peuple. La démocratie à la géorgienne. En attendant, cette milice a atteint l'un de ses objectifs, la libération des principaux leaders de l'opposition politique, dont Georgi Aindrava, que l'on voit ici. Son premier geste, rendre grâce à Dieu. Pendant qu'un autre leader libéré, Djihad Chanturia, demandait, lui, que le sang cesse de couler. Le bilan donné par le ministère de la Santé est de 46 morts et 273 blessés. Bilan partiel. Les hommes du président assiégé ne sont pas en mesure d'évacuer morts ou blessés vers les hôpitaux. À Saint-Pétersbourg, 200 personnes ont bloqué la circulation. Ils entendaient protester contre la pénurie alimentaire. Édouard Shevardnadze, qui n'occupe plus aucune fonction officielle dans la nouvelle organisation russe, a fait part aujourd'hui de ses regrets. Selon lui, c'est le putsch qui a empêché la constitution d'un nouvel État centralisé. Édouard Shevardnadze, interrogé par Gilles Rabin. Je me suis senti humilié en effet, mais pas à cause de la façon dont on s'est comporté avec moi ces derniers jours. Je me suis senti humilié parce qu'on n'a pas pris en considération depuis plus d'1 an mes avertissements ni mes prévisions. Ça a coûté très cher à tout le pays, ça a coûté très cher à tous les peuples de ce pays. De cela, oui, en effet, il m'est arrivé de me sentir outragé et de ressentir un grand sentiment d'impuissance. Si on m'avait écouté avant et après ma démission, si on avait prêté un peu plus d'attention à mes analyses, je crois, je suis sûr même, qu'il n'y aurait pas eu de putsch. Et sans putsch, le traité de l'Union aurait pu être signé. On aurait pu éviter tout ça. On pouvait éviter tout ça, c'est ma conviction. Si on m'avait écouté, on pouvait éviter tout ça. Et j'en garde un profond sentiment de désillusion, un profond sentiment d'amertume. Et vous pensez qu'on aurait pu sauver l'Union?
Évidemment, s'il n'y avait pas eu de putsch, on pouvait la sauver. Monsieur Shevardnadze, l'Union soviétique n'existe plus et la citoyenneté soviétique non plus. Ça vous est difficile de rentrer en Géorgie en ce moment et d'y vivre. Quelle est votre nationalité aujourd'hui? En principe, je suis géorgien. Un Géorgien qui vit à Moscou, citoyen de Moscou. Moi, je me considère et je veux rester géorgien tout en étant utile à la Russie, tout en restant utile à d'autres États. Mais vous savez, ce problème de la nationalité que vous posez ne concerne pas que moi, mais pratiquement toutes les familles de ce pays. Les signataires de la nouvelle communauté n'ont pas suffisamment pris en considération cette question de la nationalité. Sans doute vont-ils chercher maintenant des solutions. Ils le doivent, car c'est une question qui touche toutes les familles. Ça a été ainsi dans ce grand pays pendant des décennies et même des siècles. Les gens voyageaient, s'installaient un peu partout, se mariaient entre nationalités différentes. Aujourd'hui, des mères et des pères ont des enfants ou des petits-enfants dans plusieurs républiques. Quel va être l'avenir de ces gens-là? Pour l'instant, on ne leur donne pas de vraie réponse. Il me semble que ça n'est pas seulement le problème d'un citoyen ou d'une personnalité. C'est un problème qui concerne les 300 millions d'habitants de l'ancienne Union. Afin d'éviter toute discussion avec l'Ukraine, Boris Yeltsin a donné ordre au porte-avions Kuznetsov, le plus moderne de la flotte soviétique, ex-soviétique, de faire route sur Mourmansk, au nord de la Russie. Le porte-avions qui croisait en mer Noire aurait pu être saisi par les autorités ukrainiennes. Le président russe a également nationalisé aujourd'hui la radio et la télévision à Moscou. Sachez aussi que le drapeau russe a été hissé devant le siège des Nations Unies, à New York. Sur la table du Conseil, la mention Fédération de Russie a remplacé celle de l'URSS. En Yougoslavie, l'armée fédérale pilonne la ville de Karlovac, située à 50 km de Zagreb. L'attaque a été extrêmement violente, elle a duré 4 heures. Il serait tombé 500 obus pendant ces 4 heures. Un premier bilan fait état de 10 morts et d'une trentaine de blessés. À Belgrade, du côté serbe, la CE a été violemment critiquée. On parle d'immixtion dans les affaires intérieures yougoslaves. 11 tonnes d'armes ont également été saisies à Budapest. Elles étaient destinées à la Croatie. Ce seraient des militaires chiliens qui seraient à la tête de ce trafic. Une vente aux enchères rappelle aux Américains l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. On a vendu aujourd'hui un Colt qui a été utilisé pour tuer l'assassin présumé du président. Il s'appelait, je vous le rappelle, Lee Harvey Oswald. Véronique Gallienne. Il porte encore l'étiquette d'origine de la police. Le Cobra calibre 38 de Jack Ruby est entré dans l'histoire par la petite porte d'un commissariat du Texas. 24 novembre 63. Des millions de téléspectateurs assistent en direct au geste meurtrier de Jack Ruby. Avec son calibre 38, il abat Oswald, l'assassin présumé du président John Kennedy. Personne n'a le temps d'arrêter son geste. Oswald est mort. Ruby décède 4 ans plus tard, en prison. Et aujourd'hui, voilà son calibre 38 aux mains des commissaires-priseurs, adjugé 220 000 $ à un collectionneur d'armes du New Jersey. Plus d'1 million de francs, alors que le même Colt d'occasion s'achète 1000 fois moins cher sur le marché. Mais cette arme-là a sûrement empêché à jamais de refermer le dossier Kennedy. En éliminant Oswald 2 jours à peine après l'assassinat du président Kennedy, le calibre 38 a fait taire le personnage principal de l'affaire. La signature de l'accord final réglant le contentieux franco-iranien se fera dimanche à Téhéran. C'est le secrétaire général du Quai d'Orsay qui sera chargé de l'opération. Roland Dumas se rendra bien à Téhéran plus tard. La date n'a pas encore été fixée. L'homme d'affaires italien Giancarlo Paretti vient d'être arrêté à Rome. Il est inculpé de fraude fiscale et d'association de malfaiteurs. Il aurait détourné 550 millions de francs entre 1984 et 1988. Paretti avait également pris le contrôle de la Metro-Goldwyn-Mayer et il est poursuivi par la justice américaine. À la Bourse de Paris, la clôture s'est faite à la baisse avec moins 0,11% et à Wall Street, on bat record sur record. Florence Duprat.
Nouveau record ce soir à Wall Street dans un marché déserté par les investisseurs en raison des fêtes de fin d'année. L'indice Dow Jones termine sur une belle hausse, plus 18,56 à 3101 points. Une progression qui a tout de même été freinée par quelques prises de bénéfices. Les économistes, qu'il y a quelques semaines, n'écartaient pas un retour dans la récession, estiment maintenant que la reprise est à portée de main. Il n'en faut pas plus pour donner le sourire aux opérateurs. Et puis le président George Bush lui-même a rassuré les boursiers. Le président, sans pour autant dévoiler son plan de relance qu'il présentera à fin janvier, a souligné qu'il souhaitait relancer l'économie sans la compromettre à long terme. Sur le marché des changes, le dollar relève doucement la tête après le plongeon des jours derniers. Le billet vert a perdu près de 7% depuis le début du mois. Ce soir, il regagne quelques 3 petits centimes à 5 francs 18,70. Le dollar se reprend aussi face aux autres devises, comme le Deutsche Mark et le yen japonais. Enfin, avant de se quitter, un mot du pétrole qui lui aussi est orienté à la hausse. Ce soir, le baril de brut gagne 26 cents à 18,76 $. Hier, il avait perdu près de 50 cents. Voilà le bilan de cette semaine un petit peu mouvementée. Vous attend bien entendu sur votre Minitel, l'adresse 3615 ECOA2. À Neuilly, près de Paris, la police découvre une cache contenant de la drogue. 2 personnes ont été arrêtées, une 3e a réussi à prendre la fuite. Récit, Christophe Tortora. Pas de trêve dans la lutte contre le trafic de drogue. 1,3 tonne de résine de cannabis a été découverte par les policiers de l'Octrice. Du hashish d'une valeur marchande entre 3 et 5 millions de francs. Ce produit provient d'une usine marocaine. Le pain de cannabis est entouré de 2 enveloppes de plastique, qui elle-même est enveloppée de 7 enveloppes de plastique. Cet emballage est réalisé par des professionnels de façon à rendre inopérant le travail des chiens. La planque a donc été découverte grâce à des informateurs. La drogue se trouvait dans un box de cet immeuble de Neuilly. 2 personnes ont été interpellées alors qu'elles tentaient de charger dans une voiture une partie de la marchandise. Un 3e homme a lui réussi à prendre la fuite. Un petit garçon de Dieppe qui avait eu la joue arrachée et avalée par son chien a été greffé. Son visage est maintenant sauvé. Pour arriver à ce résultat, il a fallu de fameux concours de circonstances. Récit, Anne Mourgue. Il est midi, le 1er août. Johan est transporté d'urgence dans cet hôpital, le visage en sang. Quelques minutes plus tôt, son chien lui a arraché la joue, puis l'a avalée. Johan a 3 ans et toutes les chances de rester défiguré. Toutes les chances sans compter sur un incroyable concours de circonstances. D'abord, les secouristes pensent à récupérer la joue dans l'estomac du chien. Elle est intacte. De la chance encore en arrivant à l'hôpital. Le chirurgien spécialiste, le seul capable de l'opérer, est de garde. Pour le docteur Ketari, commence alors un véritable pari. Une première en France. Greffer en urgence sa propre joue sur un enfant. L'avantage qu'il y a eu, c'est qu'en arrivant aux urgences, j'ai vu l'enfant tout de suite. J'ai vu que les pompiers m'avaient ramené ce qui semblait être le fragment de joue et de lèvre qui était dans de l'eau glacée. Et donc nous, on est allé tout de suite au bloc opératoire en demandant aux parents de nous fournir, pendant qu'on installait l'enfant au bloc, de nous fournir les éléments nécessaires à l'appréciation de la vaccination antirabique du chien. Surprise, incroyable, disent même certains, la greffe prend. Sans complications, sans rejet ni infection. La cicatrice se fait chaque jour plus discrète. 5 mois après l'accident, elle mesure à peine 3 cm. Mais Johan a de la pudeur, presque de la coquetterie. Il se cache chez lui, quelque part dans Dieppe, ne se laisse plus photographier ni filmer. Dans la région de Marseille, les petits truands s'attaquent de plus en plus souvent aux hôtels et parfois même aux clients qui habitent dans ces hôtels. Ce genre d'opération, dit la police, est pour le moins et beaucoup moins risqué qu'une attaque de poste ou de banque. Patrice Velay. Le 5e de cette liste noire, le voici, un hôtel à la périphérie de Marseille. Hier soir, 19 h, 3 individus armés investissent les lieux. Très excités, ils braquent personnels et clients. La suite, c'est le directeur qui la raconte de manière anonyme. Il sortait de son bureau. J'ai compris la responsabilité que j'avais et j'ai obtempéré, j'ai ouvert le coffre à leur demande. Ils ont pris tout l'argent qu'il y avait, enfin tout ce qu'il y avait dans le coffre. Ils ont même pris des vestes, des vêtements, enfin, etc. Ils ont pris les sacs à main des dames et ont disparu aussi vite qu'ils étaient venus.
Un butin évalué à 100 000 francs, une affaire plus rentable que les autres hold-up dans la région cette semaine. 12 000 francs pour 3 attaques en série mercredi soir, à peine plus lundi dans cet établissement du centre-ville. 7 clients dévalisés dans leur chambre et le coffre emporté dans leur fuite par 4 hommes armés. Une constatation donc, le plan anti-hold-up de la police, le plan Danton, mis en place il y a 15 jours, n'a pas l'effet escompté. Alors les hôteliers s'organisent, ici une solution temporaire, en attendant mieux. Oui, on est à 30 mètres d'un commissaire de police et je pense qu'on est des citoyens comme des autres et le travail doit être effectué par la police, hein. C'est pas à nous à prendre ce genre de mesures. Mais les rondes de nuit de la police à Marseille ne s'arrêtent pas dans les hôtels. Cela se fait dans la région de Nice, par exemple. C'est ce que demandent les hôteliers des Bouches-du-Rhône. Une protection plus rapprochée pour mieux dissuader les malfrats. En Union soviétique, une pratique semble florissante, celle de l'insémination, qui là-bas n'est pas du tout artificielle, bien qu'elle soit terriblement onéreuse pour les soviétiques. Une enquête de Jean-Daniel Flézaquier. Nous sommes à 1500 km au sud-est de Moscou, à Samara, qu'on appelait encore il y a quelques mois Kouibychev. Dans cette ville s'est créée depuis peu une association appelée Picard, qui occupe les locaux de l'Institut médico-esthétique. La clientèle, uniquement féminine, venue de loin, très loin. La clientèle est très diverse. Les femmes viennent de toutes les républiques, de Tchernobyl, de Moscou ou de Sibérie. Les âges s'étalent de 25 à 42 ans. Ces courageuses voyageuses viennent ici subir une insémination. Une insémination qui va leur coûter quasiment 1 mois de salaire. Nous prenons 250 roubles pour une séance, plus 50 roubles pour la chambre. Pour la chambre, eh oui, car ici l'insémination est on ne peut plus naturelle, avec un donneur bien réel, choisi sur catalogue. Après un examen médical sommaire, un de ces donneurs va rejoindre Natacha. Natacha a 35 ans, elle est divorcée. Elle était lasse d'attendre 1 an sur les listes d'attente des hôpitaux pour une insémination artificielle. Elle préfère donc cette nouvelle méthode qu'elle trouve plus rapide et plus attractive. Ce qui me plaît, c'est la possibilité de choisir un homme beau et sain. Avec le fichier, on trouve le géniteur en bonne santé et on fait un enfant sain. Andrei a 25 ans. Il se prétend étudiant, gagne 50 à 80 roubles par rapport. Il aime bien cette deuxième activité, même si bien sûr parfois il y a de tout petits inconvénients. C'est la cliente qui choisit. Et si elle ne vous plaît pas? Et si elle ne vous plaît pas, on ne peut pas refuser. On a envie de sourire, mais pourtant les risques sont majeurs. Transmission de maladies, consanguinité, il n'y a que 16 donneurs, et surtout une aberration scientifique. Car si une femme a subi une grave irradiation à Tchernobyl, le plus bel étalon du monde n'empêchera pas que son enfant pourra naître mal formé. Le basket fête ses 100 ans et en 1892, les filets n'étaient que des cageots de pêche et pour aller récupérer le ballon, il fallait soit un bâton, soit une échelle. Aujourd'hui, le basket est un des sports les plus médiatiques. Dominique Leglou. Il y a 100 ans naissait le basketball. Du sport des ghettos noirs, il est devenu le sport le plus médiatisé aux États-Unis. Des stars connues du monde entier. Des histoires de stars qui ont bouleversé le monde. HIV virus that I have attained, I will have to retire from the Lakers today. Magic Johnson, le héros des 255 millions de basketteurs de la planète Terre. Celui qui a popularisé le basketball des fameux Lakers de Los Angeles. Engagé dans un nouveau combat qu'il veut aussi gagnant. Il quitte un basketball en pleine ascension à la veille d'une année olympique qui accueillera pour la première fois les pros américains. Mais ce soir à Bercy et demain après-midi sur Antenne 2, c'est le basket français qui voudra démontrer que sa 4e place au dernier championnat d'Europe n'est pas usurpée. Regard vers le futur face à une équipe européenne égale des fameux Lakers. Entre le petit gymnase parisien de la rue de Trévise en 1893 et Bercy, il y a un siècle de différence. D'un petit sport universitaire, le basketball est devenu un grand show médiatique, avec pass laser, shoot, smash, un vocabulaire venu d'outre-Atlantique. Mais un match France-Europe qui n'aura rien à envier, je vous l'assure, à ses cousins d'Amérique.
Le match Europe-France s'est joué ce soir. Il sera retransmis demain après-midi sur Antenne 2. C'est pourquoi je ne vous donne pas le résultat. L'Ange Bleu fête aujourd'hui, devrait fêter aujourd'hui ses 90 ans. Tout au moins tous ses supporters lui souhaitent un très bon anniversaire. Mais Marlène Dietrich, retirée dans son appartement de l'avenue Montaigne à Paris, a décidé de ne rien faire du tout. Nicole Cornu-Langlois. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Est-ce pour continuer à voir la vie en rose, Marlène, que vous avez choisi de vivre dans votre refuge, si près d'ici, en même temps tellement à l'abri de nous? Vous habitez sur la même avenue, mais on ne vous croise jamais. Christian Dior avait trouvé pour vous ce lieu privilégié que vous n'avez plus quitté depuis 25 ans. Votre fille et vos 4 petits-enfants viennent vous voir parfois. Peu d'amis ont le privilège d'y être reçus. On les envie. Ils nous disent que vous lisez Rainer Maria Rilke, que vous dévorez la presse et que vous ne ratez jamais un journal télévisé. Alors si vous regardez le nôtre ce soir, sachez, vous qui êtes né il y a 90 ans pendant cette trêve que l'on dit celle des confiseurs, que nous envions souvent le courage de votre paix et de votre silence. Well, folks are all going to miss you around here. All except a few wives, I suppose. What about you? Et puis nous continuons à vous aimer à travers vos films. Me too. Et si le matin nous entendons l'une de ces chansons qui n'appartiennent qu'à vous, elle nous tient compagnie jusqu'à la nuit. Vous avez l'âge de nos rêves, vous restez lumineuse et langoureuse. Merci Marlène. Et bon anniversaire. L'écrivain et photographe Hervé Guibert, auteur notamment de « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », est mort aujourd'hui du sida. Il était âgé de 36 ans. Une interview réalisée par Bernard Pivot avait, vous en souvenez peut-être, touché le cœur des Français. Vous pourrez la revoir demain dans nos journaux. Ce journal est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à 13h avec Philippe Lefay. À 20h, ce sera Bruno Mazur. En attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous remercie d'être resté avec nous aussi tard. Bonsoir. Bonne nuit. Bienvenue aux Folies Bergères pour l'Ardichaut du samedi soir. Qui sont les vrais, qui sont les faux? L'homme invisible et John Steed en hommage aux séries cultes de la télévision. Paillettes et cotillons pour le réveillon avec le cancan des Folies Bergères et les valses de Vienne. Philippe Guérin et le bal des shows. Avec Jean Carmet, invité fil rouge de Thierry Ardisson. Double jeu, Thierry Ardisson, samedi 22h30 sur Antenne 2. Bonne nuit à vous tous, madame, mademoiselle, monsieur. Pas facile à définir le temps de ce congé de fin de semaine, dans la mesure où il n'y aura réellement pratiquement pas de soleil, pratiquement pas de nuages, selon les contrées, selon les régions. Nous aurons des températures souvent froides, mais sans être excessivement froides. Bref, c'est un ciel de nuances, vous l'avez compris. Voici pour samedi et dimanche, puisque la couleur du temps sera quasiment la même pour ces 2 jours. Un ciel donc couvert avec des nuages accrochés sur les Pyrénées. Nous commençons par les régions très marquées, des averses sur la Corse, des nuages qui persisteront parce qu'une perturbation va tangenter les régions du nord, donc un ciel très couvert sur le nord, le Pas-de-Calais, peut-être même sur la Champagne et les Ardennes, un ciel relativement couvert sur la façade ouest, partout ailleurs une impression de beau temps. Vous avez noté avec moi les nuances, hein. C'est assez, disons, c'est assez minime d'une région à l'autre. Mais c'est ainsi, la France est ainsi composée de mosaïques de temps. Comme vous constatez les températures, au petit matin, samedi comme dimanche, d'ailleurs, elles ne vont pas beaucoup changer. Des températures souvent froides, souvent négatives. Et dans le courant de la journée, eh bien, nous gagnerons bien sûr quelques degrés. Mais nous sommes dans les températures de saison, excepté une relative douceur sur le bassin de la Méditerranée. Mais partout ailleurs, ce sont des températures saisonnières. 4 degrés en région parisienne, 2 dans l'Est, 7 à Tours, 5 en région de Limoges. Pour ceux d'entre vous qui voyagent, vous irez chercher de la neige sur Moscou. Il va neiger à Varsovie, à
d'Apeste. Il y aura un ciel très couvert sur Bucarest, il neigera à Sofia, 11 degrés sur Madrid et 4 degrés à Oslo, pour ne citer que ces quelques villes. Voilà, je vous souhaite à vous tous une excellente nuit sur Antenne 2. Demain ou tout à l'heure, nous serons le 28 décembre, ce samedi, ce sera les 5